Et l'homme produit de moins en moins de spermatozoïdes, probablement du fait du changement du style de vie, de fait qu'avant ils allaient à la chasse pour attraper les mammouths. Globalement, l'ovulation correspond à l'ouverture du follicule en croissance pour libérer un ovocyte dans l'espoir d'une éventuelle fécondation naturelle. La période d'ovulation correspond le plus souvent avec le milieu d'un cycle menstruel. On estime que des cycles réguliers varient entre 27 et 32 jours. Le plus souvent, on parle de cycle d'une durée de 28 jours. Si on se base sur un cycle d'une durée de 28 jours, l'ovulation correspond au 14e jour du cycle, entre 13 et 15 jours après les règles, le premier jour du cycle étant le premier jour des règles, et la période de fécondation la plus intéressante correspond aux 2-3 jours qui précèdent l'ovulation, donc en clair entre J12 et J15 d'un cycle normal de 28 jours. Parfois, malheureusement, les cycles ne sont pas réguliers et peuvent avoir des durées de 2 mois ou de 6 semaines. Et dans ces cas-là, il peut être plus difficile de cibler la période ovulatoire. Il y a d'autres approches qui peuvent aider les femmes à se retrouver au cours d'un cycle menstruel. C'est l'examen de la glaire cervicale qui change d'abondance et de consistance au cours du cycle menstruel. Et puis également la température, la prise de température. Et ce qui est intéressant dans la prise de température, c'est que l'élévation de la température coïncide avec la période post-ovulatoire. C'est intéressant pour faire un diagnostic d'ovulation, mais moins pour cibler l'éventuelle période d'ovulation. Et par ailleurs, c'est aussi une approche qui peut être un peu contraignante parce qu'il faut prendre la température tous les matins avant de se lever, qui rajoute un facteur stress significatif. La fertilité humaine est très fragile. On estime qu'un couple sur 6 va avoir des difficultés à concevoir. Ces difficultés peuvent être en rapport avec un problème féminin très schématiquement, dans un tiers des cas, un problème masculin dans un tiers des cas et un problème du couple homme-femme dans le restant tiers des cas. Le facteur le plus important, c'est l'âge des membres du couple, et malheureusement il y a une diminution très importante des chances de concevoir en fonction de l'âge. Cette diminution est très importante dans une durée de temps limitée chez les femmes. Elle existe également chez les hommes, mais avec une amplitude un peu inférieure. L'environnement nous expose à plein de produits potentiellement toxiques pour la fertilité, le tabac, les drogues, l'alcool dans certaines mesures, et puis également les modes de vie, le surpoids et l'obésité qui peut diminuer les chances de concevoir, mais également la sédentarité. Alors, on a l'impression dans les dernières années que le pourcentage de difficultés à concevoir en rapport avec un problème masculin est en train d'augmenter. C'est vrai que des données épidémiologiques montrent que la production spermatique d'un homme diminue au cours des dernières décennies. Cette diminution pourrait être en rapport avec plusieurs facteurs en rapport avec le mode de vie. Alors, il y a l'exposition aux toxiques environnementaux comme les perturbateurs endocriniens, la pollution, mais également avec des styles de vie différents, avec l'utilisation de drogues, tabac, cannabis, alcool, mais également des expositions à des sources de chaleur, et puis de la sédentarité et également le surpoids et l'obésité. Tous ces facteurs peuvent contribuer à ce qu'on observe, qui est peut-être une augmentation de la prévalence des difficultés à concevoir en rapport avec un problème masculin. Alors FIV et ICSI, c'est deux approches techniques d'un même processus qui est l'assistance médicale à la procréation. La vraie différence entre la FIV et l'ICSI est le mode de fécondation de l'ovocyte. Dans une fécondation in vitro, FIV, on laisse les spermatozoïdes pénétrer spontanément dans un ovocyte. La fécondation se fait in vitro, ça veut dire dans une éprouvette. Néanmoins, la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde est naturelle. L'ICSI, initialement indiqué pour des difficultés, pour des pathologies spermatiques importantes, consiste à injecter
un spermatozoïde à l'intérieur d'un ovocyte et entre guillemets, on force la fécondation en injectant le spermatozoïde de l'ovocyte. Ce sont deux approches techniques du même processus qui est l'assistance médicale à la procréation. La fécondation in vitro avec ou sans micro-injection de spermatozoïdes peut aider les femmes et les couples qui ont un syndrome des ovaires micropolykystiques à concevoir. En règle générale, l'existence d'un syndrome des ovaires micropolykystiques est plutôt associé à des bonnes chances de succès. Le syndrome des ovaires micropolykystiques étant en rapport avec une quantité importante de follicules et le nombre d'ovocytes obtenus en fécondation in vitro étant associé aux chances de succès, le syndrome des ovaires micropolykystiques est globalement associé à des bonnes chances de succès. Néanmoins, les chances de succès dépendent fortement de l'âge, avec un gradient qui diminue rapidement avec l'âge et avec des chances qui sont peut-être plutôt de 40-50% à l'âge de 30 ans et qui diminue rapidement, malheureusement, et diminue à 10% après l'âge de 40 ans. Les femmes qui ont une endométriose et qui rencontrent des difficultés à concevoir ont différentes options thérapeutiques. Parmi ces options, l'assistance médicale à la procréation est une option qui a montré des résultats tout à fait satisfaisants et semblables, voire meilleurs à ceux des autres indications d'assistance médicale à la procréation. Donc en clair, la fécondation in vitro avec ou sans micro-injection de spermatozoïdes est une bonne option pour aider les femmes qui ont une endométriose à concevoir. Les résultats de l'assistance médicale à la procréation en cas d'endométriose dépendent beaucoup de l'âge et il y a une diminution progressive en fonction de l'âge. Donc il faut privilégier le recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation, si possible, le plus tôt possible. L'âge limite pour réaliser une prise en charge en fécondation in vitro avec ou sans micro-injection de spermatozoïdes en France est de 43 ans pour les femmes. Il est possible de féconder des ovocytes déjà congelés et de transférer des embryons jusqu'à l'âge de 45 ans. Je crois qu'il est important pour les femmes et couples qui le peuvent et qui le souhaitent, de réaliser cette prise en charge en assistance médicale à la procréation le plus tôt possible, l'âge étant un facteur déterminant de chance de succès. La congélation des ovocytes et des spermatozoïdes correspond à ce qu'on appelle largement la préservation de la fertilité. Dans ce contexte de préservation de la fertilité, il y a des indications dites médicales et des indications non médicales. Les indications médicales comportent toutes les indications dans lesquelles une pathologie ou un traitement pourrait altérer les chances de concevoir ou le nombre ou la qualité des gamètes. Il est possible aujourd'hui en France, grâce au progrès de la nouvelle loi de bioéthique, de réaliser une préservation de la fertilité non médicale, qu'on appelle une autoconservation non médicale, pour toutes les femmes qui le souhaitent, entre 29 ans et 37 ans, et pour tous les hommes qui le souhaitent, entre 29 ans jusqu'à l'âge de 45 ans. Ces options de préservation de la fertilité ne sont malheureusement pas une garantie de succès, que les chances de succès dépendent du nombre de gamètes, d'ovocytes et de spermatozoïdes qui ont été congelés. Et il est important de savoir que l'âge au moment de la congélation joue également un rôle important et que probablement des ovocytes de 30 ans offriront plus de chances que des ovocytes de 37 ans.